Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vais vous raconter, dans le cadre de ma culture sociétale et de l'intelligence sociétale, une nouvelle série de vidéos sur des combats que j'ai conduits en matière de problèmes de la société française, et ceci très souvent devant les tribunaux. Car je suis juriste, universitaire, avocat, et donc j'ai été mêlé à certaines affaires. La présente histoire que je vais vous raconter ici va concerner les montagnes. Donc la série va s'appeler Bataille, j'en ai quelques-unes à vous raconter, qui vous montreront la réalité de ce qui se passe sur le terrain et dont vous ne pouvez pas vous douter, évidemment. C'est contre la privatisation des montagnes. Il y a depuis longtemps un mouvement de privatisation des espaces naturels et notamment de la campagne et de la montagne. Comme nous le verrons dans cette vidéo même, qui va se composer de, en fait, 3 vidéos successives de courte durée, une vingtaine de minutes, je pense, ou une demi-heure maximum chacune, une vingtaine de minutes, entre 20 et 30 minutes. Bon. Il y a un mouvement de privatisation qui est né vers 1750 en Angleterre et qui ensuite s'est attaché à travers la Révolution française à baser sur l'individu, les droits du citoyen et pas des citoyens, voilà, à dissoudre tous les espaces collectifs. Euh, Ce mouvement a culminé encore récemment par la tentative de privatisation de deux vallées pyrénéennes à laquelle j'ai été mêlé très étroitement. C'est moi qui ai conduit ces affaires et c'est ce que je vais vous raconter, et j'ai voulu expliquer aux citoyens des montagnes ce qui leur tombait dessus, quoi. Voilà. Car le risque a été très grand que des grands sites soient totalement privatisés et donc payants, etc., etc. Bon, c'est le grand capitalisme. Donc, devant ces citoyens, je les ai incités, devant ces montagnards, je les ai incités à penser, et j'ai fait ce vidéomontage que je vous passe maintenant avec mes commentaires, que j'ai intitulé Bilan et penser, car il faut penser sur l'évolution de la propriété communale depuis les origines à travers les commissions syndicales sur biens indivis intercommunaux. C'est un peu compliqué au début, mais vous allez comprendre. Il s'agit en fait toute terre à un propriétaire, suivant le vieil adage féodal, nulle terre à son seigneur. Sauf que là, dans les Pyrénées, que vous voyez là, nous avons toujours les vestiges glorieux de la propriété collective qui sont gérés par des organismes qu'on appelle des commissions syndicales. Ce sont des petites républiques, si vous voulez, quand on a à s'administrer eux-mêmes, et assez largement, du point de vue juridique, on peut se passer du pouvoir central, presque. Par contre, financièrement, des fois, c'est autre chose aussi, hein, dans ce monde de subventions. Les personnages qui vont nous aider à penser, c'est Louis XIV, ou Colbert, je me souviens, Napoléon Ier, Robespierre, François Mitterrand et votre modeste serviteur, qui a conduit toutes ces procédures et qui a rédigé le présent montage pour faire comprendre, parce que c'est bien de lutter pendant plusieurs mois, plusieurs années à la vérité, contre ce mouvement de privatisation. Ça n'est une autre que d'essayer de comprendre pourquoi
on en est arrivé là. Donc le plan conduit pour la réflexion est le suivant. On va parler d'abord du droit de propriété et de ses origines. On parlera ensuite de certaines institutions. On parlera de la propriété communale, de la situation actuelle et des deux crises à laquelle j'ai été directement mêlé. Et on fera une conclusion générale. Ceci, donc, je redis, en 3 vidéos. Du droit de propriété et de ses origines. D'abord, c'est une réflexion donc extrêmement globale qui puise dans l'histoire. Voilà. Inutile de souligner que le droit de propriété est d'origine romaine, que c'est le droit romain qui l'a fondé, et que par la suite nous continuons très largement à pratiquer ce que les Romains avaient inventé. Là vous voyez Vercingétorix qui jette ses armes aux pieds de Jules César, entouré de ses généraux, et les Gaulois sont asservis, et c'est le droit romain qui va commencer à régner sous réserve du système de la personnalité des lois quand il y a eu des invasions germaniques ou autres. Alors, de manière extrêmement synthétique, on a à peu près 1000 ans d'État romain. Le droit de propriété est étudié par les juristes romains, donc c'est parfait, aussi bien pour le droit public que pour le droit privé. À la fin de l'Empire romain, le droit de propriété disparaît. Et c'est pas du tout évident d'imaginer quelque chose. On s'est mis au cours du Moyen-Âge à inventer des théories de domaine utile, de domaine imminent pour la féodalité. Voilà. Donc, de 987 à 1789, on a eu l'Ancien Régime, donc complexe et réalité. C'est-à-dire, on ne parlait pas de droit de propriété. Après une période du bas Moyen-Âge, où l'on a parlé, après avoir découvert le Code de Justinien en Italie, de nouveau du droit romain, pour notamment les servitudes ou autres, on a plongé dans l'invention. Donc le droit féodal, le droit seigneurial, le droit royal naissant, etc. Voilà. Donc période complexe et réaliste. 1789, la Révolution, confirmation du droit de propriété privé. Le droit de propriété est inviolable et sacré, déclaration des droits de l'homme et du citoyen. 1804, Napoléon, Code civil, droit de propriété privée, il est confirmé. Et il y a un seul article sur les communaux. Les communaux, c'est-à-dire ces anciens terrains en indivision entre tous, et les pauvres pouvant vivre, quoi. Donc, et au 19e et 20e siècle, lente reconnaissance du droit de propriété des communes. En effet, il y a eu une renaissance du droit communal, loi de 1884 sur l'administration communale. Et puis, antérieurement, sous Charles X, la reconnaissance des biens indivis intercommunaux, notamment dans les montagnes, notamment. Voilà. Voilà une vue en diagonale du droit de propriété, et on part de l'État romain et on en arrive au 19e et au 20e à la renaissance finalement du droit romain et à son perfectionnement pour administrer la propriété privée, mais aussi la propriété collective, communale notamment. Voilà pour cette rapide synthèse du droit de propriété et de ses origines. On va parler des institutions maintenant. Alors pour les institutions, vous voyez que j'ai des subdivisions là.
On va parler des acteurs, des faits sociaux, on va parler d'une origine anglaise, de deux pensées opposées, et je ferai une incidence sur les communautés taisibles, qui est très originale et que peu de gens connaissent, même parmi les professionnels. Tableau des acteurs. Je les ai répartis entre pouvoir et savoir, car le savoir est un pouvoir aussi. Bon. Les pouvoirs. État français. Les seigneurs, le roi donc par exemple. Les seigneurs et les communautés d'habitants, qui sont devenus par la suite des communes. Pour les savoirs, il y a toujours eu des juristes. À une certaine époque, il y a eu des économistes. Il y a toujours eu des idéologues. Et depuis les Grecs et même avant, il y a eu des scientifiques. Voilà. Ces divers acteurs ont opéré dans la genèse de la pensée sur les espaces naturels, notamment sur la ville aussi, bien sûr. Les faits sociaux. Alors, ils sont très nombreux. Ils peuvent tous interagir. Pour l'État, les révolutions, les changements de régime, l'internationalisation, la mondialisation. Bon, ce sont des grands facteurs, mais qui influencent les espaces naturels aussi. Du point de vue des sciences, les physiocrates, doctrine de pensée économiste qui pensaient que seule la terre, seule l'agriculture pouvait rapporter, et pas l'industrie. Bon, ils se sont lourdement trompés. Et influence anglaise, on le verra. Naissance des sciences exactes et rationalistes, fin du 19e, Auguste Comte, etc. Pour le suffrage universel, 1848, la Seconde République, 1871, la Troisième République, pour les hommes. Il faudra attendre 1946 pour les femmes. Ça aussi, ça a joué dans la genèse de toutes les idées, bien sûr. La question sociale industrielle a beaucoup opéré sur le 19e siècle, sur le 20e et peut-être sur le 21e. Conflit du travail, surtout avec le développement de l'industrie. Conflit du travail, socialisme, communisme, 19e, 20e. Ensuite, passage d'une sécurité communautaire liée à la terre, les communaux, parce que même les pauvres avaient le droit d'exister, puisqu'il y avait toujours des terres où ils pouvaient conduire leurs chèvres, même s'ils n'en avaient qu'une, parce qu'ils étaient trop pauvres. À une sécurité individuelle, la révolution donc, liée à l'État. Exemple, sécurité sociale. Sécurité, là. Autre. Donc, aménagement du territoire, exode rural, prospérité ou non. Les faits sociaux sont nombreux, mais voilà en tout cas une typologie des principaux qui ont joué dans ces affaires. L'origine anglaise maintenant. C'est largement ignoré. Dans les années 1750, en Grande-Bretagne, les communaux disparaissent, c'est le mouvement des enclosures. Alors, je montre là un acte dressé en Angleterre pour la privatisation de communaux. Voilà, privatisation. Et il y a des travaux qui ont été opérés, qui ont été réalisés. Notamment, je cite, en Angleterre, c'est la privatisation des forêts. Et donc une lutte extrême contre les droits des populations, qu'on qualifie de droits d'usage. Un livre, par exemple, celui-ci, a fait le point sur cette question. Il est très édifiant et très intéressant sur ce mouvement qui, vous voyez, 1723, sur ce mouvement de privatisation. C'est les idées qui gouvernent le monde. Voilà pour une puissante idée anglaise, la privatisation. Maintenant, il y a deux pensées françaises. En France, en synthèse, il y a deux systèmes.
l'Ancien Régime, avant 1789 donc, et depuis la Révolution française. L'Ancien Régime, c'est le triomphe des ensembles. Les ordres, ordre de la noblesse, ordre du clergé, ordre du clergétat, du tiers-état. Les corporations de menuisiers, de charpentiers, etc. Les corporations de métiers. La Révolution française, c'est le triomphe de l'individualisme, les droits de l'homme et du citoyen. Une envolée généreuse et un peu lyrique. Il faut de l'enthousiasme pour mettre par terre 1000 ans d'histoire. Sous l'Ancien Régime, il y a des paroisses qu'on appelle aussi communautés d'habitants. Paroisse parce que la France est une terre chrétienne fondamentale et il y a l'Église catholique ou protestante, l'Église catholique a toujours existé, voilà, et donc voilà. La Révolution française a substitué à ça l'individu. Sous l'Ancien Régime, il y avait des propriétés publiques. Depuis la Révolution française, c'est la propriété privée qui est légitime. Pendant longtemps, on s'est posé la question du droit de propriété des personnes publiques, comme la commune. Sous l'Ancien Régime, il y avait des biens communaux. Bon, on les a privatisés très largement. Sous l'Ancien Régime, il y avait le souci des générations futures. Maintenant, il y a le souci surtout de la génération actuelle. On ne fait pas de plan à 300 ans, comme Colbert l'avait fait. Voilà les deux systèmes de pensée qui se sont opposés et qui, depuis la Révolution, le triomphe de l'individualisme. Une incidence maintenant, les communautés taisibles. Alors là, c'est un point qui est intéressant et qui est très peu connu. L'indivision des communautés, des communes, donnait à tous les habitants d'une commune le droit d'user des communaux. D'accord. Cette utilisation collective de l'espace rural a été très longtemps présente dans un autre contexte, un cadre privé, non communal, oui, celui des communautés familiales dites taisibles. Taisibles parce qu'on les voyait si peu qu'elles se taisaient, taisibles. On les voyait jamais devant un notaire, par exemple, etc. Où de nombreuses personnes vivaient et œuvraient en commun sur une propriété en usage commun. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez voir ce roman. C'est un roman, mais qui se place dans le contexte d'une communauté taisible du Massif central, le Maître du pain. Voilà. Oui, je reviens un tout petit peu en arrière. Donc, pour vous en dire un peu plus, à l'origine, c'est un couple qui allait trouver un seigneur et qui promettait d'abord l'allégeance toujours au Seigneur et la libre disposition d'un espace avec une maison pour y fonder une famille autour d'un feu. Et avait possibilité de s'accroître. Peut-être au début en payant une contribution, peut-être. Ça dépendait des cas. Voilà. Et ce couple faisait des enfants, les enfants faisaient des enfants, et ainsi de suite. Ce qui fait qu'au bout de quelques temps, on se retrouve avec des maisons qui se sont agrandies. C'est presque de véritables châteaux, presque, voilà, où il y a 200 personnes, par exemple, ou 300, qui y vivent, et qui sont toutes en partie apparentées, et dirigées par un maître pour les hommes et une maîtresse pour les femmes.
Évidemment, il y a une entraide permanente et collective. Il n'y a pas besoin de sécurité sociale. Il n'y a pas besoin de pompes funèbres. Il n'y a pas besoin de payer. Il n'y a pas d'argent de la communauté paisible, sauf pour acheter des terres. Voilà. Et c'est le maître et la maîtresse qui gèrent ça. L'action extérieure, si vous voulez. Voilà. Et évidemment, tout le monde mangeait ensemble. Ils discutaient, ils parlaient, ils se soignaient, ils s'entraidaient, ils se querellaient des fois, peut-être, sans aucun doute aussi. Mais enfin, il y avait le maître et la maîtresse pour faire régner sans doute la concorde. Voilà. Donc les communautés paisibles, c'est à connaître. Nous allons passer au point 3 maintenant, la propriété communale. Nous allons voir de l'émergence de la conscience de cette propriété et on parlera ensuite de la privatisation de cette propriété. De l'émergence de la conscience communale. Ah oui, non, c'est pas Charles X, c'est Louis-Philippe, le roi Louis-Philippe. Donc à partir de 1830. Loi 1837, qui donne la personnalité morale aux commissions syndicales. Voilà. C'est-à-dire les organismes qui gèrent la propriété communale, intercommunale plutôt, en montagne, notamment, surtout en montagne. La Troisième République, loi de 1884, sur l'administration communale, conseil municipal élu au suffrage universel direct, voilà, mais le maire n'est pas élu par le conseil municipal, là. Il est nommé par le préfet. Ensuite, François Mitterrand en 1981, la décentralisation, qui donne des compétences aux communes, départements, régions, et qui ne donne pas pour autant toujours les moyens pour réaliser ces compétences. Voici une évolution récente finalement, 19e siècle, pour la propriété communale. Et François Mitterrand, c'est plus récent évidemment, décentralisation. Ce que vous voyez là, c'est une vue qui m'avait été communiquée par la secrétaire de la commission syndicale de la vallée de Barège, Christine Loho, avec 2 O, qui à cette époque, dans les années récentes, il y a une vingtaine d'années, donc était la cheville ouvrière de toute la vallée, de toutes les terres communales. Et la secrétaire, qu'on appelle plus tard, si on veut, générale, enfin, les titres importent peu, voilà, dans cet esprit montagnard. Et là, comme elle était extrêmement sportive, elle est sur les hauteurs, je crois, de Gavarnie, et une espèce de lapias, c'est-à-dire des pierres, c'est original, sur les alpages, des pierres partout, au contour arrondi par l'érosion. C'est un paysage assez extraordinaire. Voilà. J'ai travaillé avec Christine Hulot pendant très longtemps et malheureusement elle est morte d'un cancer il y a 1 an, quoi, en 2022. De la propriété communale, alors maintenant on va parler de la privatisation. Cerisier en fleurs sur fond de montagne. Eh bien nous sommes, voici, on est à Luce-Saint-Sauveur là, la capitale de la vallée de Barège, avec une vieille église des Templiers. Donc, loi 1793, attribution en pleine propriété à chaque habitant de la commune d'une part des biens communaux. C'est la Révolution, il s'agit de l'individu, donc il faut dissoudre les communaux, et donc il faut que chacun reçoive sa part, chaque habitant de la commune. Mais les plus pauvres n'en avaient rien à faire, parce qu'ils avaient une part trop réduite,
pour leurs chèvres, pour leurs moutons, pour ceci, cela. Donc ils se sont empressés de revendre à plus fort qu'eux, parce qu'il y a toujours eu dans les communautés, des paysans plus forts que d'autres. Donc c'est comme ça que s'est formé le capitalisme agraire. Et des pauvres, il y en a toujours. Voilà. Loi 1985, attribution en pleine propriété à une commune d'une partie du patrimoine de l'ensemble des communes, c'est-à-dire en 1985 a été forgée la disposition par laquelle une commune peut se retirer de l'indivision intercommunale. Elle peut se retirer de l'adhésion à la vallée. Voilà. Donc c'est une sorte de privatisation communale. Oui, c'est ça, privatisation communale. Et c'est une loi de 1985 qui a inauguré ça, sur le modèle de l'indivision des personnes physiques. Quand vous êtes des frères et des sœurs à la suite du décès de vos parents, vous êtes une indivision et toute personne peut sortir de l'indivision. Voilà. Ah ben là, pourtant, les communes ne meurent jamais. Ça n'a rien à voir avec les personnes physiques. La loi de 85, il y a beaucoup de choses à dire sur ça. Il y a certains ennemis de cette propriété collective qui voulaient privatiser à tout prix. Voilà. Et nous allons passer à la situation actuelle. Donc, nous allons parler des personnes publiques et après nous verrons les commissions syndicales. Des personnes publiques aujourd'hui, l'État, les collectivités territoriales, comme départements, régions pour l'essentiel, les établissements publics, comme les communautés de communes, d'agglomération urbaine, les CIVU, les CIVOM, syndicats à vocation multiple, là, ou les personnes de droit public sui generis. Par exemple, les commissions syndicales subdivisent intercommunaux. Les commissions syndicales du massif pyrénéen, il en subsiste quand même, on le verra dans d'autres régions, mais pas beaucoup. Une originalité, la section de communes, alors là il y en a beaucoup dans le massif central, la section n'a pas la personnalité juridique, voilà, c'est pas pareil du tout, et ce sont les habitants de la section qui sont en copropriété indivise, là ça s'en rapproche, du patrimoine présent dans la section. Mais la section de commune n'a pas d'existence propre par rapport à la commune. Des commissions syndicales, magnifique vue sur la haute montagne, avec des fleurs de cerisier japonais, je crois. Voilà. Des commissions syndicales. Oui, pardon, je reviens en arrière. Eh bien, nous sommes arrivés donc à la fin de cette vidéo, première vidéo. Vous avez vu que je suis rentré assez haut dans l'étoffe des renseignements intellectuels, de la pensée, au tout début, là, voilà, et que toutes ces forces ont agi pour nous conduire donc à ce que vous allez découvrir dans les deux dernières vidéos. Et c'est quelque chose qui méritait d'être expliqué, hein, mais j'arrive pas. Voilà. Oui, voilà. Donc nous allons voir cela dans la deuxième vidéo où vous allez découvrir la première affaire.